Maman n'est pas morte, elle est sous le lit, a dit la petite fille de 6 ans. La maîtrisesse appelle immédiatement la police qui va découvrir quelque chose de très horrible. Abonnez-vous et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Le soleil matinal filtrait à travers le pare-brise fissuré du camion U-Haul, tandis que Lorraine ajustait sa prise sur le volant et jetait un coup d'œil dans le rétroviseur. Sur le siège arrière, Chiara était assise en silence, serrant un ours en peluche délavé, son petit visage pressé contre la vitre. Les coutures de l'ours étaient usées et une oreille pendait plus que l'autre, mais Lorraine avait depuis longtemps appris à ne pas suggérer de le remplacer. Cet ours était le dernier cadeau du père de Chiara avant l'accident, et il était devenu plus qu'un jouet. C'était son encre. Les banlieues se déroulaient autour d'eux, en lignes nettes et symétriques, des rangées de maisons aux clôtures blanches, avec des volets fraîchement peints, des pelouses taillées et des allées accueillant des VUS étincelants comme des modèles d'exposition. Tout semblait ordonné, propre, même serein. Lorraine savait que les apparences ne reflétaient pas toujours la vérité, mais elle ne pouvait pas nier la partie d'elle qui aspirait à ce que ces maisons semblaient promettre, la paix. Elles avaient conduit pendant plus de 4 heures depuis la ville où Lorraine avait vécu toute sa vie. Le déménagement était soudain, mais pas impulsif. Après la mort de son mari Marcus dans un délit de fuite non résolu, la ville ne lui semblait plus sûre. Les sirènes avaient remplacé le silence. Le deuil avait remplacé le réconfort. Ses amis avaient cessé d'appeler. Les factures s'étaient empilées. Chiara avait commencé à se réveiller la nuit, murmurant « Est-ce que papa rentre à la maison ?» Avec le temps, le travail de Lorraine à la bibliothèque locale était devenu un poids qu'elle ne pouvait plus porter. Ses journées étaient des ombres floues de ce qu'elle avait été autrefois. Confiante, capable, dynamique. Maintenant, elle était fatiguée, creusée par le chagrin et une peur lancinante que sa fille ne sombre dans une tristesse trop lourde à porter pour une fillette de 6 ans. Quand elle a trouvé l'annonce de la maison en ligne, cela a semblé être un signe. Un cottage de 2 chambres avec un petit jardin et un prêt hypothécaire abordable. Les photos montraient une cuisine bleue joyeuse, une baignoire sur pied dans la salle de bain et la lumière du soleil inondant le salon à travers de grandes fenêtres. La maison était nichée dans un quartier à prédominance blanche, un détail sur lequel elle avait hésité, mais qu'elle avait finalement mis de côté. Sa fille méritait un nouveau départ. Elle aussi. Alors qu'elle s'arrêtait dans l'allée de leur nouvelle maison, Chiara s'est redressée un peu plus, son regard se déplaçant lentement sur la cour dans la maison blanche au volet bleu marine. Lorraine s'est garée, a éteint le moteur et est restée assise en silence un instant. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle cherchait les clés. « On est arrivé, mon cœur », a-t-elle dit doucement. Chiara n'a pas répondu tout de suite. Elle a ouvert la porte et descendu avec précaution et a regardé autour d'elle. Un tricycle rouge était garé de l'autre côté de la rue. Un chien aboyait quelque part à proximité. L'air sentait l'herbe coupée et le léger parfum des hortensias en fleurs. Lorraine est sortie et a respiré profondément. L'air était différent ici. Moins de gaz d'échappement, moins de bruit, plus d'espace pour penser, peut-être même pour guérir. Elle a commencé à décharger des boîtes avec l'aide de Chiara, en mettant de côté celles étiquetées cuisine et livres en premier. La boîte de l'enfant, couverte de gribouillis au crayon et d'autocollants, avait un cœur dessiné sur le côté avec le mot « à moi ». Juste au moment où Lorraine hissait une valise sur le porche, une voix a appelé. « Besoin d'un coup de main ?» Elle s'est retournée. Un homme se tenait au bord de leur pelouse, grand, peut-être au début de la cinquantaine, avec des cheveux argentés et une chemise à col impeccable rentrée dans un pantalon. Il tenait une boîte en carton des 2 mains, qu'il a doucement posée sur la rampe du porche. « Je vous ai vu arriver. J'ai pensé que je ferais bon accueil aux nouveaux voisins, » a-t-il dit en souriant. « Je suis Richard. Je vis juste de l'autre côté de la rue. » Lorraine a fait un signe de tête poli. « Merci, c'est très gentil. » Il a tendu la main. Elle a hésité un instant avant de la serrer. « Vous et votre fille emménagez. »« Oui, juste nous 2, » a dit Lorraine avec prudence. « Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'outils, d'indications, d'une tasse de sucre, vous n'avez qu'à frapper. On prend soin les uns des autres dans ce quartier. » Son sourire est resté un battement de trop. Chiara l'a regardé derrière la jambe de Lorraine, ses doigts se resserrant autour de l'ours. « Bonjour, ma puce, » a dit Richard, s'accroupissant légèrement pour rencontrer ses yeux. « Comment tu t'appelles, Toumade ?»« Chiara, » a-t-elle dit doucement. « Joli nom. J'avais un chien qui s'appelait Carrara une fois, » a-t-il ri. Lorraine a posé une main sur l'épaule de sa fille, la guidant subtilement en arrière. « Nous apprécions l'accueil.
On a beaucoup à faire aujourd'hui, alors. Bien sûr, a dit Richard rapidement. Je vous laisse faire. Mais je passerai plus tard avec un petit quelque chose. Ma femme avait l'habitude de cuisiner, mais je fais un bon pain à la banane. Il s'est éloigné sans attendre de réponse. À l'intérieur, la maison était pleine de poussière et de possibilités. Lorraine a essuyé les fenêtres, déballé les articles de cuisine et a laissé Chiara choisir la chambre qu'elle voulait. L'enfant a choisi celle avec la baie vitrée donnant sur le jardin et a commencé à mettre ses jouets en place avec une efficacité surprenante. Ce soir-là, après un dîner à emporter, mangé par terre parmi les boîtes ouvertes, Lorraine a bordé Chiara et s'est assise sur le bord du matelas. « Est-ce que tu aimes ça ici ?» a-t-elle demandé. Chiara a hoché la tête, somnolente. « C'est calme. »« Oui, » a dit Lorraine, brossant une boucle du front de sa fille. « Ça l'est. » Elle a allumé la veilleuse, une lueur rose douce qui projetait des formes chaudes sur le mur. Puis elle a embrassé la joue de sa fille et s'est glissée dans le couloir. Dehors, à travers le rideau, elle a vu Richard debout sur son porche, regardant dans sa direction. Elle s'est rapidement éloignée de la fenêtre. Les jours suivants se sont déroulés dans un flou de déballage et d'installation. Chiara a commencé l'école le lundi suivant. Sa nouvelle école était bien financée. Les salles de classe colorées et modernes. La maîtresse, Madame Tran, était souriante mais distante. Lorraine a remarqué que les autres mères ne cherchaient pas beaucoup le contact visuel au moment de la sortie. Quelques-unes ont hoché la tête poliment. Aucune n'a entamé la conversation. Lorsque Lorraine a essayé de parler à la directrice des programmes périscolaires, elle a eu des réponses vagues et des sourires pressés. À la maison, Richard s'est avéré être une présence fréquente. Il est passé avec du pain à la banane, puis plus tard avec des outils au cas où elle aurait besoin d'aide pour resserrer les charnières des armoires. Il a remarqué que sa boîte aux lettres avait besoin d'être redressée. Il a apporté du courrier adressé à l'ancien propriétaire. Chaque fois, Lorraine l'a remercié, mais ne l'a pas invité à entrer. Quelque chose dans sa présence semblait intrusif. Ses yeux restaient trop longtemps. Ses questions glissaient trop près du personnel. Un après-midi, Chiara lui a dit « Monsieur Richard regardait par la fenêtre de la cuisine quand je coloriais. » Lorraine a ressenti un sursaut de colère, mais ne l'a pas montré. « Qu'as-tu fait ?» « J'ai juste fermé le rideau. » Lorraine a envisagé de l'affronter, mais a hésité. Elle ne voulait pas créer de tension dans un nouveau quartier. Elle avait besoin de paix, de sécurité, de stabilité pour sa fille. Mais le malaise est resté. De petites choses en pitié, indiquées, et tous ces titres se sont accumulés. Une fois, elle a trouvé sa porte d'entrée légèrement entr'ouverte alors qu'elle était sûre de l'avoir fermée à clé. Une autre fois, la poubelle avait été déplacée de l'autre côté de la cour. Elle a acheté une serrure pour l'intérieur de la porte de sa chambre et a commandé une lumière à détecteur de mouvement pour le porche. Une nuit, après avoir bordé Chiara, Lorraine s'est assise dans le salon avec une tasse de thé, essayant de lire. Un léger bruit a attiré son attention. Elle a regardé à travers le rideau et a vu Richard traverser sa pelouse vers sa boîte aux lettres. Elle y a attendu. Il l'a ouverte, a regardé à l'intérieur puis l'a refermée. Il ne l'a pas vu le regarder. Elle a éteint la lumière et s'est assise dans le noir, le cœur battant. Plus tard cette semaine-là, alors qu'elle marchait de l'allée avec des courses, Richard est apparu à côté d'elle. « Vous savez, Lorraine, a-t-il dit, utilisant son nom sans permission. Ça doit être dur de tout faire seule. Je m'en sors, a-t-elle répondu sèchement. Je pourrais aider. Emmener Chiara à l'école parfois. La surveiller. Si vous travaillez tard, vous pourriez utiliser cette pause. Je vais bien, merci, a-t-elle dit, passant à côté de lui. Il a doucement tendu la main vers le sac qu'elle portait. Laissez-moi vous aider. J'ai dit « je vais bien », a dit Lorraine plus fermement en se dégageant. Il y a eu une pause, un scintillement dans ses yeux, quelque chose de vif et d'illisible. Mais ensuite, le sourire est revenu. Bien sûr, j'offre juste. Cette nuit-là, Lorraine a vérifié 2 fois toutes les serrures et est restée éveillée, écoutant le silence. Elle a pensé à partir, mais où irait-elle? Combien de fois une femme pouvait-elle recommencer? Elle s'est tournée vers la fenêtre et a vu la forme sombre de la maison de Richard, les lumières éteintes, les stores fermés. Lorraine a dégluti difficilement, a tiré la couverture plus fort autour d'elle et a chuchoté dans le silence. On est en sécurité ici. Mais même en le disant, elle n'était pas sûre de le croire. Le vent bruissait dehors. Quelque part, un chien aboyait et Chiara, endormie dans sa chambre, serrait son ours en peluche comme si elle aussi sentait que quelque chose n'allait pas. Les jours suivants se sont déroulés dans un étrange mélange de routine et de malaise.
Lorraine a essayé de se convaincre qu'elle s'adaptait simplement à un nouvel environnement, que le malaise qu'elle ressentait était le résultat du stress, de l'épuisement et des fantômes de son passé qui chuchotaient parfois à travers ses pensées. La maison était calme, le quartier ordonné et Chiara avait cessé de demander où était son père la nuit. C'était de bons signes, n'est-ce pas? Des signes de guérison, de stabilité. Pourtant, il y avait des moments, de petites instances presque imperceptibles qui tiraient sur ses nerfs comme des fils invisibles. Les apparitions de Richard sont devenues plus fréquentes. Il ne restait jamais trop longtemps, ne franchissait jamais de limites manifestes, mais il y avait quelque chose dans son timing qui semblait trop précis, trop calculé. Il semblait toujours savoir quand elle était seule à la maison. Il se présentait toujours juste au moment où elle revenait du magasin ou qu'elle emmenait Chiara à la voiture, ou qu'elle arrosait le rosier dans le jardin de devant. Un dimanche après-midi, alors que Lorraine désherbait le parterre de fleurs près du porche, elle a entendu le bruit du gravier. Richard se tenait au bord de la pelouse, tenant une plante en pot. « J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin », a-t-il dit en soulevant le pot. « La lavande éloigne les insectes et sent bon. » Elle a forcé un sourire. « Merci, c'est gentil. » Il a avancé et l'a posé sur le porche. « J'ai remarqué que votre jardin n'a pas beaucoup d'ombre. La lavande est robuste, elle peut supporter le soleil. Vous avez l'air de vous y connaître en plantes. Ma mère adorait son jardin, a-t-il dit. Elle disait qu'on pouvait dire quel genre de personne est quelqu'un par la façon dont il traite sa terre. Lorraine s'est accroupie, les mains gantées dans la terre, ne voulant pas croiser son regard. « C'est ça ?»« Bien sûr, a-t-il dit, puis il a ajouté. « Avez-vous besoin d'aide pour le reste ?»« Non, merci, a-t-elle répondu rapidement en époussetant ses mains. « Je m'en occupe. » Il n'a pas bougé. « Vous êtes sûr ?» Elle a levé les yeux à ce moment-là. « Ça oui, je suis sûr. » Il y a eu ce scintillement à nouveau derrière ses yeux, un moment d'hésitation, de calcul, mais ensuite, il a souri et a reculé. « Eh bien, si vous changez d'avis, a-t-il dit, en se retournant, vous savez où me trouver. » Cette nuit-là, alors que Lorraine fermait les portes à clé et vérifiait les fenêtres, elle s'est retrouvée à écouter à nouveau les bruits extérieurs. C'était encore le début du printemps et les nuits étaient froides. Le vent se déplaçait à travers les arbres comme des murmures. Elle a pressé son oreille contre le mur du salon et n'a rien entendu d'autre que le bourdonnement du réfrigérateur. Dans la chambre de Chiara, la petite fille était déjà endormie, un bras enroulé fermement autour de son ours. Lorraine a ajusté la couverture autour d'elle et a embrassé son front, puis est retournée dans le salon et s'est tenue debout, fixant la lumière du porche, se demandant si elle avait toujours été aussi faible. La semaine suivante, Lorraine a reçu une note dans sa boîte aux lettres. Elle n'était pas dans une enveloppe, juste une feuille de papier lignée pliée avec une écriture soignée et régulière. Vous ne devriez pas être si seule. Certaines personnes ne sont pas aussi gentilles qu'elles le paraissent. Elle a lu la phrase 3 fois avant de la froisser et de la mettre dans sa poche de manteau. Son premier instinct a été le déni. Peut-être que ce n'était pas de lui, peut-être que c'était une erreur, mais l'écriture, le ton, la façon dont elle n'était pas signée. Quelque chose à ce sujet sentait Richard. Ses vêtements propres et sa voix douce, la façon dont il inclinait la tête quand il posait des questions qui semblaient polies, mais qui se sentaient invasives. Elle s'est dit de ne pas paniquer. Mais le lendemain, elle a remarqué une légère marque sur la porte arrière, comme si quelqu'un avait essayé la poignée. Lorsque Chiara est rentrée de l'école cet après-midi-là, elle a semblé silencieuse. Lorraine lui a préparé une collation, des tranches de pommes et du beurre de cacahuètes, et lui a demandé comment s'était passée l'école. « Bien », a dit Chiara, trempant une tranche de pomme dans le bol. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui ?» Chiara a haussé les épaules. Monsieur Richard est venu à la cour de récréation pendant la récréation. Lorraine a gelé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a dit qu'il passait juste. Il m'a fait signe. Il a dit que tu lui avais dit de dire bonjour. Je ne l'ai pas fait, a dit Lorraine, essayant de garder sa voix calme. Tu lui as parlé. J'ai dit bonjour. Ensuite, Madame Tran lui a dit que la cour de récréation était réservée aux enfants. Lorraine a expiré lentement. Il n'a rien fait de mal, mon cœur. Chiara a levé les yeux. Il a demandé si on allait au parc ce week-end. Lorraine a serré les poings sous la table. On n'y va pas, a-t-elle dit fermement. Le lendemain matin, elle est allée à l'école et a parlé à la directrice. La femme, une administratrice pâle et aux lèvres minces nommée Miss Lyall, a hoché la tête poliment, mais n'a pas semblé particulièrement concernée. « Ce n'est pas rare que les voisins s'arrêtent, a-t-elle dit. « Mais ce n'est pas juste un voisin, a dit Lorraine.
Il est persistant. A-t-il parlé à d'autres enfants? Je ne sais pas. Était-il sur la propriété de l'école? Lorraine l'a regardé. Il a approché ma fille. Cela devrait suffire. Miss Leal a joint ses mains. Nous garderons un œil ouvert. Mais à moins qu'il ne revienne ou ne cause un trouble, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Lorraine a quitté le bureau avec une tempête qui bouillonnait dans sa poitrine. Une fois de plus, elle était seule dans son inquiétude, rejetée pour être trop sensible. Elle a reconnu le schéma. La rapidité avec laquelle l'intuition d'une femme noire était considérée comme de la paranoïa, la façon dont sa parole avait moins de poids face à l'image d'un homme blanc soigné, et à la voix douce qui faisait du pain à la banane et aidait avec le jardin communautaire. Cette nuit-là, après que Chiara soit allée se coucher, Lorraine s'est assise dans le salon, fixant son téléphone. Devait-elle appeler la police? Le signaler? Mais que dirait-elle? Qu'un voisin était trop amical, qu'il lui a écrit une note qui n'était pas explicitement menaçante, qu'il a fait signe à sa fille. Viendrait-il seulement? Au lieu de cela, elle a envoyé un SMS à une ancienne collègue de la bibliothèque nommée Denise. Quelle? Vous avez déjà eu un voisin qui ne vous semblait pas normal. Da, qu'est-ce que tu veux dire? Elle, comme trop impliquée et trop gentille, toujours là à regarder. D, fais confiance à ton instinct, toujours. Tu veux que je le cherche? Elle, son nom est Richard Evans, 50. Il vit à Hopper Hills. D, j'y suis. Sois prudente. Lorraine a regardé l'écran pendant longtemps avant de poser le téléphone. Elle a vérifié à nouveau les serrures et a placé une lourde chaise contre la porte d'entrée. Puis elle s'est assise sur le canapé et a attendu que le sommeil vienne, mais il n'est pas venu. Le lendemain matin, Denise a répondu « Des rien dans les archives locales, mais j'ai trouvé un article d'il y a 5 ans dans un autre comté. Un homme nommé Richard E. Evans a fait l'objet d'une enquête pour harcèlement. Voisine, aucune accusation n'a été déposée. Il semble qu'il ait déménagé juste après. » L'estomac de Lorraine s'est tordu. Elle a appelé la ligne non urgente de la ville et a déposé un rapport. L'officier au téléphone a semblé poli mais détaché, a noté les informations et a dit que quelqu'un examinerait cela. 2 jours ont passé. Aucun suivi. Puis le jeudi, Chiara a ramené un autre dessin. Sa maîtresse l'avait agrafé à son dossier avec une note. « Votre fille est très imaginative. » Lorraine a retiré le papier et l'a fixé. Les lignes de crayon du dessin montraient une petite fille qui se cachait sous une table. Un homme se tenait à proximité, tenant une corde. La fille n'avait pas de bouche. L'homme n'avait pas d'yeux. Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Elle s'est assise dans la chambre de Chiara, regardant sa fille respirer, écoutant le léger bruit du chauffage et le grincement occasionnel de la vieille maison. Lorsqu'elle a finalement sombré dans une légère torpeur, elle a rêvé de pas devant la fenêtre et d'un sourire trop large pour être réel. Dans les jours qui ont suivi, Richard a commencé à frapper à la porte au lieu de simplement rôder à proximité. Il avait toujours une raison, un outil dont il pensait qu'elle pourrait avoir besoin. Un dépliant pour une réunion de surveillance de quartier, une boîte de biscuits. Chaque fois, elle le renvoyait. Chaque fois, il restait 1 seconde de trop. Un soir, il a frappé pendant qu'elle préparait le dîner. Elle n'a pas répondu. Il a frappé à nouveau. Chiara s'est tenue près de la fenêtre, fixant. « Il est toujours là », a-t-elle chuchoté. Lorraine a éteint la cuisinière et est restée immobile. Les coups ont cessé, puis la voix. « Lorraine, tout va bien? Je voulais juste dire bonjour. » Elle n'a pas bougé. 1 minute plus tard, des pas se sont retirés. Elle a attendu d'être sûre qu'il était parti, puis est sortie. Sur le paillasson se trouvait un petit paquet enveloppé dans une serviette. À l'intérieur se trouvait un cupcake et une note. « Tu n'as pas à avoir peur de moi. Je veux juste aider. On est une famille maintenant, n'est-ce pas? » La note n'était pas signée. Lorraine n'a pas appelé la police cette fois. Elle a fait un sac pour elle et Chiara, a conduit jusqu'à un hôtel à 20 minutes de là et s'est enregistrée pour la nuit. Mais quand elle est revenue le lendemain matin, la porte d'entrée était verrouillée. Tout semblait intact. Aucun signe d'effraction, aucun dommage. Le lendemain, Lorraine a installé une 2e serrure, puis une caméra, puis des détecteurs de mouvement. Mais ce qu'elle ne pouvait pas installer, c'était un sentiment de sécurité. C'était parti. Elle regardait Chiara dormir chaque nuit, se demandant à quel point sa fille comprenait, se demandant si elle avait déjà échoué à la protéger, se demandant jusqu'où cela devait aller, avant que quelqu'un d'autre ne voie enfin ce qu'elle voyait. Parce que Richard n'était pas juste un voisin, plus maintenant, et elle commençait à craindre qu'il ne l'ait jamais été. Lui, vent qui balayait les rues tranquilles de Harper Hills,
ce lundi matin portait, avec lui le léger bruissement des feuilles tombées et un silence que Lorraine avait appris à redouter. C'était le genre de calme qui ne rassurait pas. Il inquiétait. Le genre qui s'enroulait autour d'une maison et s'infiltrait dans ses coins comme du brouillard, épais et vigilant. Elle se tenait à l'évier de la cuisine, les yeux fixés sur l'étroite fenêtre au-dessus, regardant la petite silhouette de Chiara marcher sur le trottoir vers l'arrêt de bus. Normalement, Lorraine l'aurait accompagnée. Elle ne manquait jamais ça. Mais ce matin, tout était différent. Sa fille s'était habillée toute seule, avait versé ses céréales et avait franchi la porte d'entrée avec rien de plus qu'un « au revoir » chuchoté. Lorraine avait essayé de se lever, mais ses membres étaient lourds, ses pensées tournaient, son corps endolori là où la corde avait coupé ses poignets et ses chevilles. Le souvenir de la moquette rugueuse raclant son dos, les cris étouffés qu'elle ne pouvait pas pousser à travers le bâillon, et les ténèbres menaçantes sous le lit s'accrochaient encore à elle comme une seconde peau. Elle avait essayé de crier cette première nuit, essayé de se débattre et de se tordre, mais la façon dont il l'avait attachée, elle pouvait à peine respirer, encore moins se battre. Il était entré comme de la fumée, invisible au début, un tour de serrure silencieux, un pas lourd sur le plancher qu'elle avait autrefois pensé réparer. Puis le coup, vif, rapide et aveuglant. Tout ce qui a suivi est venu par morceaux. Le grincement du sommier alors qu'elle était traînée, le poids du matelas au-dessus, les ténèbres et le silence. Chiara était à la maison. Sa petite fille était juste de l'autre côté du mur. Lorraine ne savait pas combien d'heures s'étaient écoulées avant que la douleur dans ses épaules ne s'estompe en engourdissement, ni combien de temps après cela elle avait entendu la voix douce de Chiara à travers les planches du plancher appelant « Maman !» Encore et encore. Et maintenant, Chiara marchait seule vers l'école. Seule parce que Lorraine pouvait à peine bouger sans qu'une douleur ne lui parcourt la colonne vertébrale. Seule parce qu'elle essayait de faire comme si tout était normal. Seule parce que Lorraine avait échoué à la protéger. La journée a rampé. Lorraine s'est assise dans le salon, enveloppée dans une couverture fixant la porte. Chaque grincement, chaque gémissement de la vieille maison la faisait sursauter. Son téléphone reposait sur la table basse. L'écran éteint. Mais le souvenir du message de Richard résonnait plus fort que n'importe quelle sonnerie ne pouvait le faire. On est une famille maintenant. Les mots écrits à l'encre tordue la hantaient. Il l'avait dit comme s'il le croyait, comme s'il s'était convaincu. Elle se souvenait de ses yeux juste avant le coup, calme, presque doux, comme quelqu'un qui se débarrassait d'un animal. Elle n'avait été rien de plus qu'un obstacle pour lui. À 15h15, le bus scolaire s'est arrêté. Lorraine attendait à la fenêtre. Chiara est descendue seule, son sac à dos jeté sur une épaule. Sa posture droite, mais ses yeux creux. Elle a remonté le chemin, a ouvert la porte et l'a fermée derrière elle sans dire un mot. « Salut, mon cœur !» a dit Lorraine, sa voix rauque. Chiara a hoché la tête. « Tu as déjeuné ?» Un autre signe de tête. Lorraine a regardé sa fille enlever ses chaussures, poser son sac à sa place habituelle et marcher jusqu'à la cuisine. Elle s'est versé un verre d'eau et s'est assise à la table, balançant doucement ses jambes. « Chiara !» a dit Lorraine à nouveau, essayant de paraître stable. « Veux-tu parler de quelque chose ?» Chiara ne l'a pas regardé. « Tu as dormi ?» Lorraine a hésité un peu. L'enfant a hoché la tête et a bu son eau. Plus tard, alors que Lorraine triait le dossier scolaire de Chiara, elle a trouvé un nouveau dessin rangé dans la poche arrière. C'était au crayon sur du papier ligné, du genre qu'on utilise dans les premières pratiques d'écriture. Une maison, une grande. À première vue, elle avait l'air joyeuse. Des fleurs, du soleil, un arbre. Mais dans le coin inférieur, près de la base de la maison, il y avait un petit rectangle dessiné en noir. En dessous, une figurine rouge recroquevillée sous un lit. Une figurine plus grande se tenait à côté du lit, dessinée avec un visage rouge et de grands yeux ronds. L'enfant avait écrit un mot en lettres inégales. « Chut !» Les mains de Lorraine tremblaient alors qu'elle tenait le dessin. Elle ne pouvait plus faire semblant. Le lendemain matin, Chiara est arrivée à l'école seule. Elle n'a rien dit à la maîtresse. Elle ne s'est pas plainte, n'a pas souri. Pendant le dessin libre, elle s'est assise seule et a rempli une page entière de lignes noires. La maîtresse, Madame Tran, s'est arrêtée à son bureau. « C'est un dessin très sombre, Chiara. » Chiara n'a rien dit. « Sont-ce des ombres ?»« Toujours rien. Tu peux dessiner quelque chose de plus joyeux si tu veux. » Chiara a levé les yeux vers elle à ce moment-là, son expression illisible, et a dit calmement « Maman dort encore. » C'était suffisant pour envoyer Madame Tran directement au bureau de la directrice. À midi, une travailleuse sociale avait été appelée. La conseillère scolaire s'est jointe à eux. Il y a eu une vague d'adultes qui chuchotaient.
Des documents ont été sortis, des dossiers ouverts. Un appel a été passé à la ligne de police non urgente. Lorsque les officiers sont arrivés à l'école, Chiara était dans l'infirmerie, assise sur le lit de camp avec ses jambes repliées sous elle, le même ours serré sur ses genoux. Ses yeux étaient grands, trop silencieux pour une enfant qui aurait dû sourire, rire, peut-être même se comporter mal. L'officier Ray s'est agenouillé à côté d'elle. « Bonjour Chiara, je m'appelle Ray. Voici l'officier Davis, on veut juste te parler. »« C'est d'accord ?» Chiara a hoché la tête. « Ta maîtresse dit que tu as dessiné un tableau de ta maman. Peux-tu nous en parler ?» Chiara a cligné des yeux. « Elle est sous le lit. » « Sous le lit, elle ne peut pas sortir. Pourquoi pas ?» Chiara a baissé les yeux. « Ah, il a dit de ne pas la laisser sortir. » « Qui a dit ça ?»« Je ne sais pas. » Ray a regardé Davis. Davis a doucement posé une main sur l'épaule de la fillette. « Mon cœur, la dernière fois que tu as vu ta maman debout, c'était quand ?» Chiara a réfléchi un instant. « Vendredi soir. » Elle m'a porté. Puis elle n'était plus là le matin. Elle est partie? Elle n'est pas partie. Elle était sous le lit. Ils ont signalé l'affaire, Lorraine a été retrouvée un peu plus d'une heure plus tard. Les officiers ont frappé 2 fois, se sont annoncés. Comme il n'y avait pas de réponse, ils ont essayé la poignée, verrouillée, mais de l'intérieur. Davis a appelé le nom de Chiara. Il y a eu une pause, puis le bruit de petits pas. La porte a grincé et s'est ouverte. Lorraine était sous le lit, les membres liés, la bouche bâillonnée, à peine consciente. Une ambulance est arrivée. Les voisins se sont rassemblés. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. L'un d'eux a dit « Ça ne peut pas être lui, Richard. Il tond notre pelouse. Il apporte des biscuits à Noël. » Mais c'était lui. Il avait une clé. Il avait attendu la nuit tombée, que Lorraine éteigne la lumière du porche, que Chiara soit au lit. Il avait su que les planches du plancher ne grinceraient pas s'il ne marchait que sur les bords. Il avait su quelle porte elle laissait déverrouiller quand elle se sentait en sécurité. Et puis il avait disparu. Lorraine, une fois qu'elle a pu parler, leur a raconté ce qui s'était passé. Lentement, à travers des lèvres gercées et une voix chuchotante, elle a décrit comment il était entré, comment il l'avait frappé, comment elle avait essayé de se battre, comment il avait souri en la traînant sous le lit. Il a dit que Chiara serait mieux, a-t-elle murmuré à l'infirmière. Et il a dit qu'il prendrait soin d'elle. Chiara, quant à elle, était assise dans la salle d'attente de l'hôpital avec l'ours sur ses genoux. Une gentille infirmière lui a donné des craquelins et du jus, mais elle n'a pas mangé. Ses yeux sont restés fixés sur les doubles portes, attendant. Quand ils ont poussé Lorraine, bandée et pâle, Chiara s'est levée et a couru vers elle. Les retrouvailles ont été calmes. Juste une petite main glissant dans une main faible, un « maman » essoufflé et un « je suis là » à peine audible. Cette nuit-là, sous surveillance policière, Lorraine a été admise à l'hôpital pour une observation pendant la nuit. Chiara a été prise en charge temporairement jusqu'à ce que Lorraine soit assez bien. Ils ont promis que ce ne serait pas long. Mais Chiara n'a pas pleuré. Pas à ce moment-là. Pas quand elle a été conduite au centre d'accueil. Pas quand on lui a montré une chambre avec une couverture rose et une veilleuse en forme de lune. Elle a juste tenu l'ours et a attendu. Il faudrait encore 2 jours avant qu'elle ne dessine à nouveau. Et quand elle l'a fait, elle n'a utilisé que du noir, que du rouge, que du silence. Dans le calme stérile et bourdonnant de la chambre d'hôpital, Lorraine a regardé les carreaux du plafond comme s'ils contenaient des réponses. Son corps était endolori d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. Son poignet brûlait encore là où le tissu avait coupé sa peau et sa respiration était superficielle. Le bip des machines à côté d'elle semblait trop fort, trop mécanique, comme s'il lui rappelait à chaque impulsion qu'elle était toujours en vie, qu'elle avait survécu à quelque chose destiné à la faire taire. La lumière fluorescente au-dessus a vacillé une fois et est restée stable. Devant sa porte, des voix murmuraient, des médecins, des infirmières, peut-être encore un policier, et à l'intérieur de sa poitrine, la peur s'est enroulée basse et régulière. Elle n'avait été consciente que pendant quelques heures, mais pendant ce temps, elle en avait appris assez. Chiara était en sécurité. Elle avait été trouvée, elle avait été nourrie. Une travailleuse sociale nommée Miss Washington lui avait été assignée et était restée avec elle la nuit précédente. Cette connaissance à elle seule a empêché Lorraine de sombrer dans le désespoir. Pourtant, cela n'a pas apaisé la rage sous ses côtes. Le cri qu'elle voulait laisser échapper, mais qu'elle n'a pas fait parce qu'il n'y avait pas de son assez grand pour exprimer la violation, d'être traînée hors de sa vie et enterrée vivante dans sa propre maison. Pire encore, c'était de savoir que son enfant avait marché sur les mêmes planchers que son agresseur, avait dormi dans sa chambre pendant qu'elle était bâillonnée sous le lit.
2 détectives l'avaient déjà interrogé brièvement, doucement, avec la prudence des gens qui connaissaient l'état fragile d'un corps nouvellement déterré. Elle leur avait donné le nom. Elle l'avait dit aussi simplement qu'elle le pouvait sans colère ni chaleur, parce que la vérité n'avait pas besoin de fioritures. « Richard Evans, mon voisin, a-t-elle dit. Il a dit que nous étions une famille. » L'officier femme, une femme aux yeux vifs avec une voix calme et stable, avait tout noté. Son nom était Carter, et Lorraine se souvenait de la façon dont elle la regardait, non pas avec pitié, mais avec une sorte de fureur féroce et tranquille. « C'est Carter qui a promis. Nous allons le trouver. Nous allons nous assurer qu'il ne s'approche plus jamais de vous ou de votre fille. » Et d'une certaine manière, Lorraine l'a cru, alors qu'elle était allongée sur son lit d'hôpital, incapable de s'asseoir sans aide. Le reste du monde s'est mis en mouvement. La maison de Richard Evans a été fouillée. Son téléphone a été localisé. Les voisins ont été interrogés. Certains ont secoué la tête avec incrédulité. D'autres ont admis à voix basse qu'il avait toujours été un peu bizarre, mais qu'il était toujours poli, toujours généreux. Le genre d'homme qui déneige les trottoirs en hiver et se souvient des anniversaires. C'était le genre d'homme à qui les gens faisaient confiance avec des clés de rechange, pour surveiller des colis, pour jeter un coup d'œil à un enfant pendant qu'un parent était en retard. Il avait porté la normalité comme une seconde peau. Dans la chambre arrière de la maison de Richard, les détectives ont trouvé un coffre en bois verrouillé. À l'intérieur se trouvaient des bouts de tissu, certains avec le nom de Lorraine brodé légèrement en fil bleu, des bouts pris sur des vêtements sur la corde à linge, sur des chemises jetées. En dessous se trouvaient plusieurs dessins, clairement faits par un enfant, y compris un que Carter a reconnu instantanément. C'était une copie d'un dessin que Chiara avait autrefois apporté à l'école, elle et sa mère debout dans un jardin. Ce dessin avait disparu il y a des mois, et il y en avait d'autres. Des cheveux enveloppés dans de la ficelle, un ensemble de petites barrettes que Chiara avait perdues, un lacet rose. Une liste de courses froissées de la main de Lorraine, des photos, certaines prises à travers une fenêtre, une de Chiara rentrant de l'école, une autre de Lorraine lisant sur le porche, et puis la note. On n'a besoin de personne d'autre. Elle était écrite en lettres majuscules, soignée, régulière, non menaçante à première vue. Mais dans le contexte, c'était accablant. De retour à l'hôpital, Lorraine a été déplacée de l'aile critique à une chambre de récupération standard. Elle pouvait s'asseoir maintenant, même si l'acte la faisait encore souffrir. Carter est revenu, cette fois avec plus de questions, et cette fois Lorraine était prête. Elle lui a tout raconté, les fleurs sur le pas de la porte, les cadeaux, le pain à la banane, les moments qui ne lui semblaient pas normaux, mais qui étaient trop petits pour être signalés, la façon dont son estomac se tordait quand il se tenait trop près, la façon dont elle s'était convaincue de surmonter sa propre peur encore et encore parce qu'elle ne voulait pas être cette femme, celle qui accusait un homme d'être dangereux, juste parce qu'il souriait trop. Elle a avoué sa honte, sa culpabilité, sa fureur. Il marchait comme s'il était chez lui, a dit Lorraine la voix basse. Comme si j'aurais dû être reconnaissante pour son attention. Carter a écouté sans jamais l'interrompre. Il a regardé mon enfant. Il a tenu sa main. La voix de Lorraine s'est brisée alors qu'elle pressait une main sur sa bouche. Les gens l'ont vu faire. Ils l'ont laissé faire. Carter a dit doucement, les gens voient ce qu'ils veulent voir, mais nous le voyons maintenant et c'est suffisant. Pendant ce temps, Chiara est restée au centre d'accueil. Une petite installation propre où chaque enfant avait son propre lit, son étagère et son espace pour être seule s'il en avait besoin. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle dessinait, mais même ses dessins avaient changé. Plus de maison ni de soleil. Maintenant, elle dessinait des cercles, fermés, sombres, et des formes qui se refermaient avec de minuscules figurines à l'intérieur. Lorsqu'on lui a demandé qui étaient les figurines, elle a simplement dit « Maman ». L'une des membres du personnel, une femme nommée Eva, qui avait une voix douce et des cheveux ondulés, qui rappelait à Chiara les nuages, a fait de son mieux pour se connecter. « Tu es très courageuse », a dit Eva un après-midi, s'agenouillant à côté d'elle alors que Chiara dessinait. Chiara n'a pas répondu. « Veux-tu écrire quelque chose sur ton dessin ?» Chiara a secoué la tête. Eva a posé une main sur son épaule. « C'est bon. Nous sommes là quand tu seras prête. » De retour au poste de police, les preuves s'accumulaient. Le passé de Richard, autrefois scellé, a commencé à se fissurer. Il y avait eu un autre incident il y a 6 ans. Une femme dans un autre état, un autre quartier, le même schéma, des lettres, des cadeaux, des limites franchies. Elle avait déposé une ordonnance de non-contact, mais l'affaire avait disparu tranquillement, réglée sans fanfare.
Il avait accepté une thérapie. Elle avait déménagé. Les détectives l'ont retrouvé. Son nom était Mary. Son histoire était étrangement similaire. Et quand elle a entendu le nom de Lorraine, sa voix a tremblé. « Je savais qu'il recommencerait », a-t-elle dit. J'ai essayé de le dire aux gens. Personne n'a écouté. Avec le témoignage de Mary, Carter et son équipe ont déposé des accusations accélérées. Enlèvement, séquestration, mise en danger d'un enfant, cambriolage, harcèlement. La liste s'est allongée. Richard n'était pas retourné chez lui depuis le jour où Chiara avait laissé les officiers entrer. Sa voiture a été retrouvée abandonnée près d'un parc d'État. Pendant 48 heures, il a été considéré comme disparu. Pendant 48 heures, Lorraine n'a pas dormi. Puis il a été trouvé assis calmement sur un banc dans une station-service à 3 villes de là, sirotant un café dans une tasse en mousse. Lorsque les officiers se sont approchés, il a levé les yeux et a souri. « Je lui donnais juste de l'espace », a-t-il dit. Il est parti tranquillement. Le procès a commencé lentement, comme c'est le cas pour ces choses. Des requêtes, des audiences, des dépositions. Lorraine a refusé de comparaître lors de la première mise en accusation. Au lieu de cela, elle a regardé depuis sa chambre d'hôpital les images diffusées aux informations. Richard menotté, la tête haute, comme s'il était la partie lésée. Elle a éteint la télévision. Carter est venu le lendemain matin. Il a plaidé non coupable, a-t-elle dit. On s'y attendait. Lorraine n'a pas répondu. Mais avec les preuves, les déclarations de témoins, le témoignage de Mary, l'affaire est solide. Nous allons demander une non-libération sous caution. Lorraine a hoché la tête. Bien. Chiara viendra vous rendre visite aujourd'hui, a ajouté Carter. Juste pour un petit moment. Elle a demandé. Les yeux de Lorraine se sont remplis de larmes, mais elle les a retenus. Est-ce qu'elle va bien? Elle est silencieuse, mais elle va bien. 1 heure plus tard, la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte et Chiara est entrée, sa main serrée dans celle d'Eva. Elle portait un pull rose et un jean. Ses chaussures étaient dépareillées. Ses yeux étaient fatigués. Lorraine s'est assise lentement, les bras tendus. « Salut, mon cœur !» Chiara n'a pas parlé. Elle a marché jusqu'au lit, a grimpé à côté de sa mère et l'a serrée dans ses bras sans un mot. Elles sont restées comme ça pendant longtemps. Plus tard, alors qu'Ava et l'infirmière attendaient à l'extérieur, Lorraine a doucement touché le visage de Chiara. « Il t'a fait du mal ?» a-t-elle chuchoté. Chiara a secoué la tête. « Il t'a parlé ?» Chiara a hoché la tête. « Qu'est-ce qu'il a dit ?»« Que tu dormais, que je devais être sage, que nous étions une famille maintenant. » L'estomac de Lorraine s'est retourné. « Mais je savais qu'il mentait, » a ajouté Chiara. « Comment ? Parce que tu dis toujours que la famille signifie la sécurité et je n'étais pas en sécurité. » Lorraine a embrassé le front de sa fille. « Tu es en sécurité maintenant. » Dehors, Carter se tenait à côté d'Ava, regardant à travers la petite fenêtre de la porte. « Elles auront besoin d'aide, » a dit Eva. « Elles en auront, » a répondu Carter. Mais pas seulement maintenant, pas seulement du système. Elles ont besoin de gens qui écoutent. Elles auront ça aussi. Et alors que le soleil se couchait derrière les nuages et que le vent se levait à l'extérieur de l'hôpital, Lorraine et Chiara se sont tenues l'une contre l'autre dans un silence plus profond que les mots. Un silence plein de douleur, de survie et du premier espoir fragile de guérison. La vérité était révélée maintenant et elle ne serait plus jamais enterrée. La lumière dans la chambre d'hôpital avait changé. Elle ne projetait plus de carrés de lumière dure sur les murs blancs, mais s'était adoucie en quelque chose de plus doux, de plus chaud, comme le calme du début du printemps qui se fondait lentement dans l'été. Lorraine pouvait sentir la différence, non seulement dans les rayons de soleil qui touchaient le sol chaque matin, mais aussi dans la façon dont ses mains ne tremblaient plus lorsqu'elle prenait un verre d'eau. La guérison est venue lentement, comme la marée. Pas une inondation, mais une insistance tranquille sur le fait que les choses n'allaient pas toujours faire aussi mal. Après presque 2 semaines de soins médicaux et d'observation, elle est sortie de l'hôpital. Elle a franchi les portes coulissantes avec une canne dans une main, et Eva de l'autre côté, la stabilisant lorsque la douleur dans ses côtes la tirait de côté. L'air frais lui a frappé le visage comme un baptême. Le monde était toujours là. Des arbres, des voitures, le chant des oiseaux, et sa fille l'attendait près de la voiture, petite et les yeux écarquillés, serrant un sac en papier rempli de ses marqueurs préférés et d'une barre de céréales à moitié mangée. Chiara s'est assise sur le siège arrière pendant qu'Eva conduisait. Le trajet était calme. Elles ne sont pas retournées à la maison sur Sycamore Lane.
Cet endroit était bouclé, une scène de crime pour le moment, et même si ça n'avait pas été le cas, Lorraine savait qu'elle ne pourrait jamais y retourner. Il ne leur appartenait plus, même si son nom était toujours sur le bail. Certaines maisons deviennent tentées au moment où la sécurité est brisée. Elle ne voulait pas que Chiara remette les pieds dans cette cuisine ou passe devant le lit où sa mère avait été cachée comme une poupée cassée. Au lieu de cela, elles ont été emmenées dans un centre d'hébergement temporaire pour les victimes de violences domestiques et d'agressions. Ce n'était pas un refuge au sens traditionnel du terme. Cela ressemblait à une modeste rangée de maisons de ville, nichées derrière un centre communautaire en briques rouges. Chaque unité avait sa propre porte d'entrée, un petit jardin et des fenêtres qui laissaient entrer le soleil du matin. Il y avait d'autres familles là aussi, des femmes avec des enfants, certaines enceintes, certaines plus âgées, toutes marchant sur le même chemin invisible vers la restauration. Leur unité était simple. 2 chambres, une salle de bain, une petite cuisine avec des armoires pâles et des planchers de stratifiés, un canapé modeste, une table à manger, des draps propres. Lorraine était reconnaissante pour chaque centimètre carré. Elle se déplaçait lentement dans l'espace, toujours endolorie, son corps raide mais fonctionnel, ses mouvements étroitement surveillés par Chiara, qui restait à portée de main pendant les premiers jours. Elles ont mis en place de nouvelles routines. Des petits déjeuners à base de flocons d'avoine et de bananes, des matinées passées aux examens médicaux ou aux séances de thérapie, des après-midi au parc voisin, des soirées avec des livres d'images. Et la nuit, Chiara dormait recroquevillée contre le côté de Lorraine, ses petits doigts serrés autour de la main de sa mère, comme si la laisser partir pouvait signifier la perdre à nouveau. Lorraine ne s'y est pas opposée. Elle aussi avait besoin de ce contact. Elle a commencé la thérapie 2 fois par semaine, des séances organisées au centre communautaire juste en face. Sa conseillère, Marsha, était une femme calme d'une 40aine d'années, avec des yeux gentils et une voix sans fioriture. Lorraine a apprécié qu'elle n'utilise pas de phrases délicates ou d'euphémismes doux. Marsha posait des questions directes et attendait tranquillement les réponses, sans jamais se presser, sans jamais pousser trop fort. « Comment dormez-vous » ? « Je ne dors pas. » « Pourquoi » ? « Je continue de rêver que je suis toujours sous le lit. » « Et Chiara » ? Elle n'en parle pas, mais elle sursaute quand le grille-pain clique. Marsha a hoché la tête. « Les enfants en savent plus que nous le pensons. » Elle vous regarde. Elle ressent tout. « Je sais » a chuchoté Lorraine. Et c'est ce qui me terrifie le plus. Chiara aussi avait des séances avec une thérapeute pour enfants nommée Jordan, une femme avec des foulards colorés et des étagères pleines de jouets doux et de fournitures de dessin. Pendant les premières visites, Chiara n'a pas parlé. Elle dessinait toujours en lignes noires épaisses, des cercles dans des cercles, des maisons sans fenêtres, des soleils aux rayons en colère. Mais un jour, elle a pris un crayon jaune et a coloré le bord de la page. Puis un autre. Puis elle a ajouté un petit arbre. Quand Jordan lui a demandé ce qu'était l'arbre, Chiara a répondu « C'est là où nous vivrons ensuite ». Lorraine a pleuré quand elle a entendu ça. Ava rendait souvent visite, apportant du matériel d'art, des collations, parfois juste de la compagnie. Elle s'est assise avec Chiara pendant que Lorraine faisait la sieste. Elle les a aidés à demander de l'aide, à gérer les formalités administratives, s'est assurée que les factures médicales de Lorraine étaient acheminées par le fonds pour les victimes. Lorraine n'avait jamais été quelqu'un qui demandait de l'aide facilement, mais elle a rapidement appris que la survie exigeait une communauté. C'est Ava qui lui a trouvé un poste à temps partiel à la bibliothèque locale. Juste 10 heures par semaine, à organiser des livres pour enfants et à gérer l'heure du compte. Lorraine a hésité au début. Était-ce trop tôt? Et si elle faisait une crise de panique? Et si quelqu'un lui touchait l'épaule et qu'elle reculait devant un groupe de tout petits? Mais Eva l'avait gentiment encouragée. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin de te montrer. Alors elle l'a fait. Son premier jour a été calme. Les enfants sont venus avec leur mère, se sont assis sur le tapis, ont écouté un bénévole lire des histoires sur des animaux qui parlent et des princesses courageuses. Lorraine est restée sur le côté, empilant des livres, évitant le contact visuel. Mais lorsqu'un petit garçon a commencé à pleurer et que le bénévole s'est débrouillé, Lorraine s'est retrouvée à avancer, à s'agenouiller et à chuchoter « Veux-tu que je lise ?» Il a hoché la tête à travers les larmes. Et c'est ce qu'elle a fait. Sa voix était douce, tremblante au début, mais elle est devenue stable. Alors qu'elle tournait les pages, elle a levé les yeux et a vu Chiara au fond de la pièce en train de regarder. Sa fille n'a pas souri,
Mais ses yeux étaient grands avec quelque chose que Lorraine n'avait pas vu depuis des semaines. La reconnaissance. Cette nuit-là, Chiara s'est blottie sur ses genoux et a chuchoté « Tu avais à nouveau l'air de toi-même ». Lorraine n'a pas répondu. Elle l'a juste serré plus fort. Au fil des semaines, d'autres pièces ont commencé à se remettre en place. Lorraine a recommencé à cuisiner. Des repas simples, rien d'élaboré, mais assez pour que leur maison temporaire sente l'habiter. Chiara est retournée à l'école, bien qu'elle soit restée silencieuse et réservée, évitant les questions, restant près de la maîtresse, parlant rarement à moins qu'on ne lui parle. Pourtant, il y avait des signes. Elle a recommencé à dessiner. Non seulement des cercles, mais des jardins, des oiseaux, même une fille avec des tresses debout à côté d'un grand arbre. Elle s'est fait un ami, un garçon timide nommé Daniel, qui partageait ses bâtons de colle et a dit que son ours était cool. Elle ne lui a pas dit ce qui s'était passé. Elle n'avait pas à le faire. Lorraine s'est retrouvée à discuter avec d'autres femmes au centre. Le soir, elle buvait du thé dans la cour commune. Des histoires se passaient tranquillement à travers la table. Une femme qui avait fui avec 3 enfants, une autre qui était partie au milieu de la nuit avec rien d'autre qu'un sac à main et une clé de voiture. Il y avait du chagrin dans chaque voix, mais aussi de la force, aussi de l'humour, une sororité tranquille forgée dans le feu. Un après-midi, Lorraine était assise à la table de la cuisine, remplissant une demande pour un appartement plus permanent. L'unité de transition était temporaire et on leur avait donné 4 mois de plus avant de devoir déménager. Elle ne savait pas où elles allaient en finir, mais pour la première fois, elle a ressenti quelque chose qui s'apparentait à l'espoir. Chiara était assise à proximité, en train de dessiner. Quand Lorraine a regardé, elle a vu une maison, une nouvelle, différente d'avant. Elle avait des fenêtres, des fleurs, une petite balançoire dans la cour. « Comment s'appelle celle-ci » a demandé Lorraine doucement. Chiara a levé les yeux. « Notre maison pour toujours. » Lorraine a retenu ses larmes. « Puis-je vivre là aussi » Chiara a hoché la tête, mais sans serrures à l'extérieur des portes. « Non » a dit Lorraine. « Plus jamais. » Cette nuit-là, Lorraine a bordé sa fille. Chiara a regardé le plafond. « Maman, oui. Quand je ferme les yeux, parfois je vois encore le noir. Je sais, a chuchoté Lorraine. Mais maintenant, je pense à l'arbre, celui de mon dessin. Et puis le noir devient plus petit. » Lorraine a brossé une boucle du visage de sa fille. « Tu as fait cet arbre. » Chiara a souri un peu. Quand les lumières ont été éteintes et que la nuit s'est installée autour d'elle, Lorraine est restée éveillée pendant un moment. Elle a pensé à l'avenir, aux dates d'audience, aux déclarations, au fait de se tenir à nouveau dans une pièce avec lui, de devoir voir son visage. Son corps a tremblé, mais elle s'est alors souvenue du garçon à la bibliothèque qui avait cessé de pleurer quand elle avait lu. Elle s'est souvenue de la façon dont la voix de Chiara était revenue, lente mais certaine. Elle s'est souvenue des autres femmes, Olivia, Mia, Joy, qui avaient partagé leurs histoires et tenu sa main. Elle revenait, non pas à la vie qu'elles avaient avant, mais à quelque chose d'autre, quelque chose de durement gagné et de tendre. Ce n'était pas parfait, c'était réel. Elles étaient toujours debout. L'air extérieur commençait enfin à ressembler au printemps, assez chaud pour enlever les vestes à midi, assez frais pour garder les fenêtres ouvertes sans étouffer. Le matin, le chant des oiseaux filtrait à travers les rideaux minces de la maison de ville, doux et répétitif, comme un fredonnement d'enfant. Lorraine avait recommencé à se réveiller avant son réveil. Non pas à cause de cauchemars cette fois, mais à cause de la légèreté. Une petite partie de son corps ne se serrait plus en défense. Elle ne se réveillait plus en sursautant. Les images sombres n'avaient pas entièrement disparu, mais elles reculaient comme de la fumée à chaque nuit qui passait. Cela faisait près de 2 mois depuis la nuit où elle avait été trouvée. La maison de ville où elle et Chiara vivaient maintenant portait encore les signes révélateurs de la vie transitoire. Des valises rangées dans les coins, des meubles clairsemés, une tasse ébréchée qui avait autrefois appartenu à quelqu'un d'autre. Mais quelque chose avait changé. La cuisine sentait la cannelle et le café le matin. Chiara avait couvert le réfrigérateur de dessin, le ruban adhésif s'enroulant sur les bords, le papier flottant lorsque la porte s'ouvrait, et il y avait à nouveau des chaussures près de la porte. 2 paires placées soigneusement côte à côte. Il n'y avait pas de serrure à l'extérieur. Lorraine était assise à la table à manger un soir, Chiara à ses côtés avec un crayon entre les doigts. La fillette était penchée sur un nouveau carnet de croquis qu'Ava avait apporté plus tôt cette semaine-là. Lorraine a jeté un coup d'œil. Sur la page, Chiara avait dessiné une maison avec de grandes fenêtres, un grand arbre à côté et 2 figurines debout devant. Au-dessus d'eux, un arc-en-ciel s'étendait dans le ciel. « Comment s'appelle celle-ci » a demandé Lorraine doucement.
Chiara a fait une pause. La maison sans serrure. La poitrine de Lorraine s'est serrée. C'est un bon nom. Chiara a hoché la tête et a continué à colorier. Sa langue dépassait légèrement par concentration. Elle avait ajouté une troisième figurine cette fois, une plus petite avec une queue de cheval et des lunettes rondes. Mais ça va. C'était un petit moment simple, mais Lorraine l'a gardé près d'elle. Les dessins avaient changé. Les lignes lourdes et les formes sombres avaient été remplacées par de la couleur. Pas tout le temps. Pas sur chaque page, mais assez. C'était du bleu et du jaune à nouveau. Elle en avait même vu des roses. À l'école, Chiara avait recommencé à parler. Sa maîtresse a envoyé des notes à la maison, rapportant qu'elle s'était fait un nouvel ami, un garçon nommé Daniel, qui s'asseyait à côté d'elle et racontait des histoires de grenouilles. Elle participait à l'heure du cercle. Elle lisait à haute voix. Elle souriait. Pourtant, il y avait des ombres. Un matin, une porte a claqué dans le couloir du centre communautaire et Chiara a laissé tomber sa cuillère à céréales et a fondu en larmes. Lorraine s'est agenouillée et l'a tenue jusqu'à ce que les tremblements cessent. La nuit, Chiara rampait parfois dans le lit sans parler, n'ayant besoin de rien de plus que d'entendre la respiration de sa mère. Et parfois, elle pleurait dans son sommeil, murmurant des mots qui faisaient mal au cœur de Lorraine. Mais elle avançait. Elle le faisait toutes les deux. Lorraine a continué son travail à la bibliothèque. Ses heures avaient légèrement augmenté et elle dirigeait maintenant une petite heure du conte hebdomadaire pour les enfants du quartier. Cela avait commencé avec seulement 3 familles, mais la nouvelle s'était répandue. La pièce se remplissait chaque mardi après-midi des sons de rire d'enfants, du bruissement des pages, de la crise occasionnelle et toujours le rythme chaud de la voix de Lorraine alors qu'elle donnait vie aux histoires. Les parents restaient pour écouter aussi. Ils la saluaient avec gentillesse, avec confiance. Personne ne posait de questions sur le passé. Ce silence ressemblait à de la gentillesse. Un après-midi, Ava est arrivée tôt pour chercher Chiara à l'école. Elles se sont assises ensemble sur un banc sous le grand arbre que Chiara avait dessiné tant de fois, attendant la sortie. Quand Chiara est apparue, son visage s'est illuminé. Elle a couru vers Ava et a attrapé sa main sans hésitation. « J'ai fait quelque chose », a dit Chiara. Elle a sorti le morceau de papier plié de son sac à dos et l'a remis. C'était un dessin d'Ava et Chiara, assises sous l'arbre avec des mots écrits en écriture majuscule et inégale en dessous. « Parfois, le soleil vous trouve quand vous ne cherchez pas. » Ava a retenu ses larmes. « C'est magnifique. C'est pour le mur, » a dit Chiara, « pour que les autres enfants puissent le voir et se sentir mieux. » Ce soir-là, Eva a donné le dessin à Lorraine et elles l'ont épinglé sur le tableau de liège dans le couloir d'entrée du centre communautaire. Il était accroché au milieu d'autres œuvres d'art d'enfants séjournant dans les unités de transition. Des morceaux de résilience lumineux qui chuchotèrent de la douleur, oui, mais aussi de la survie. Les séances de Lorraine avec sa thérapeute sont devenues plus profondes. Elle parlait maintenant de la nuit sous le lit, non seulement en flash et en fragments, mais en phrases complètes. Elle a admis la façon dont le temps s'était étiré, la façon dont elle s'était convaincue qu'elle mourrait sans être retrouvée, et comment la pensée que Chiara était toujours en vie avait été la seule chose qui la maintenait attachée à la respiration. « Il y a eu un moment, a-t-elle dit à Marcha un après-midi, où j'ai pensé, si je ne sors jamais, j'espère qu'elle ne me trouvera pas comme ça. J'ai espéré qu'elle m'oublierait avant de me voir comme ça. » Marcha n'a pas parlé pendant un instant. Puis elle a dit, « Mais elle n'a pas oublié, et elle ne le fera jamais, et elle ne vous a pas trouvé. Elle vous a sauvé. » Lorraine a hoché la tête lentement. Oui, elle l'a fait. Les mots sont restés dans son esprit longtemps après la fin de la séance. Chiara n'avait pas seulement survécu, elle s'était battue. Elle avait dessiné son chemin vers la vérité, elle avait dit à quelqu'un. Et grâce à cela, Lorraine était toujours en vie. Quelques semaines plus tard, Carter est venu avec des nouvelles. « Le procès est prévu », a-t-elle dit. « Audience préliminaire d'abord, puis sélection du jury. Cela va être un processus, mais ça avance. » Lorraine a expiré. « Devrais-je témoigner ?»« Probablement oui, mais nous vous préparerons. Vous ne serez pas seul. » Lorraine a hoché la tête. « Et Chiara ?» Elle ne sera pas obligée de comparaître. Nous utiliserons ses déclarations et les œuvres d'art. Il y a suffisamment de preuves corroborantes. Lorraine n'a pas répondu tout de suite. Ses mains tremblaient légèrement. Elle les a pressées, l'une contre l'autre. « Il me verra », a-t-elle dit enfin. « Il me regardera et pensera qu'il possède encore un morceau de moi. » L'expression de Carter s'est durcie. « Il ne possède rien. »« Je sais ça », a dit Lorraine. « Mais il ne le sait pas. Nous le lui rappellerons. » En attendant, la vie a continué. La classe de Chiara a préparé une exposition d'art
qui serait exposé dans le couloir de l'école. Les parents étaient invités. Lorraine était nerveuse. Les grandes foules la rendaient encore anxieuse, mais Chiara l'a suppliée de venir. Quand elles sont arrivées, le couloir bourdonnait de bruit. Des tables bordèrent les murs, chacune couverte de dessins, de collages et de sculptures faits de papier, de cure-pipe et de bouts de carton. Le dessin de Chiara était au centre de l'exposition de sa classe. Il la montrait, elle et Lorraine, debout sous un grand arc-en-ciel. Elles tenaient toutes les deux des ballons. Au-dessus d'elles se trouvaient les mots « Même après la tempête, nous sommes toujours ensemble ». D'autres parents sont passés et ont souri. Quelques-uns se sont arrêtés et ont commenté les couleurs, l'écriture. Lorraine se tenait derrière Chiara, regardant, une boule dans la gorge. Un petit garçon s'est approché et a montré le dessin. « C'est toi ?» a-t-il demandé à Chiara. Chiara a hoché la tête. « C'est joli » a-t-il dit. « Merci » a-t-elle répondu. C'était simple. Mais quelque chose s'est dénoué à l'intérieur de Lorraine en écoutant. Elle revenait, non pas à qui elles avaient été, mais à quelque chose de nouveau, quelque chose de gagné. Et il y avait plus de couleurs maintenant. De la couleur dans la façon dont Chiara riait sur la balançoire. De la couleur dans les dessins à la craie qu'elle faisait sur le trottoir. De la couleur dans la façon dont Lorraine regardait sa fille et voyait non seulement ce qu'elles avaient enduré, mais ce qu'elles étaient devenues. Elles n'étaient pas brisées, elles étaient en train de fleurir. Il y avait un calme dans l'air de la fin de l'été qui semblait envelopper la ville comme une couverture chaude. La brise ne portait plus l'urgence vive du printemps, mais se déplaçait lentement avec le doux silence d'août. Les arbres se tenaient hauts et pleins, leurs feuilles lourdes du poids de la saison, et le jardin du centre communautaire fleurissait dans une couleur provocante. Des tournesols, des lys, des soucis sauvages, tous s'élevant comme s'ils cherchaient à quelque chose juste au-delà du ciel. Lorraine se tenait près de la porte, regardant Chiara chasser des bulles à travers l'herbe. La fillette courait sans hésitation maintenant, riant et éclatant, ses membres lâches et sans peur. Chaque fois que les bulles montaient plus haut, elle sautait et tourbillonnait, sa voix flottant avec elle. Lorraine souriait, mais restait là où elle était, ses mains enroulées autour d'une tasse en papier chaude de thé. Ses yeux suivaient sa fille, la tenant près sans la toucher. Cela faisait des mois depuis cette longue nuit terrifiante, et pendant ce temps, leur monde avait été lentement reconstitué. Non pas comme il était, mais comme quelque chose de nouveau, de plus fort, de plus sage, à nouveau plein de souffle. Elles avaient reçu la confirmation du service de liaison avec les victimes que leur temps dans l'unité d'hébergement temporaire touchait à sa fin. La prochaine phase, le placement permanent, était approuvée. Elles déménageaient pas loin, mais assez loin pour que cela ressemble à un pas vers un nouveau chapitre. Lorraine leur avait trouvé une petite maison de location juste de l'autre côté de la ville. Une modeste maison de plein pied avec des volets bleus, une véranda et un grand chêne dans le jardin de devant. Ce n'était pas grand-chose, mais elle avait de la lumière dans chaque pièce et de l'espace pour faire pousser des racines. Mieux encore, elle ne portait pas le souvenir de lui, d'être regardée, suivie, réduite au silence. Elle avait amené Chiara voir la maison plus tôt cette semaine-là. Elles avaient parcouru chaque pièce ensemble, Lorraine racontant à haute voix les possibilités. « Cela pourrait être ton coin lecture », a-t-elle dit en désignant l'alcôve ensoleillée dans le salon. « Et peut-être qu'on peut mettre des carillons éoliens sur le porche. » Chiara n'avait pas dit grand-chose au début, errant tranquillement d'une pièce à l'autre. Puis, dans la cuisine, elle a levé les yeux vers sa mère et a demandé « On peut la peindre en jaune ?» Lorraine a hoché la tête, « N'importe quelle couleur que tu veux. » Cela avait scellé le tout. La maison serait jaune. Maintenant, alors que Chiara dansait à travers le champ avec une autre petite fille du centre, Lorraine a expiré profondément et s'est laissé croire qu'elles étaient prêtes. Le procès était prévu pour la semaine suivante. Malgré les préparatifs, Lorraine ressentait toujours une lente peur au creux de son estomac. Elle avait relu son témoignage plusieurs fois avec le procureur, s'était assise lors de simulacres d'interrogatoire, s'était entraînée à répondre doucement mais fermement lorsqu'on lui demandait de se souvenir des événements. On lui avait dit qu'elle était forte, qu'elle était crédible, que son histoire comptait. Mais rien de tout cela ne pouvait changer le fait qu'il serait dans la pièce. Richard Evans, l'homme qui l'avait regardé dans les yeux et lui avait dit qu'elle ne serait plus jamais seule, qui s'était faufilé dans sa maison, avait pris son corps, sa voix, l'innocence de sa fille et avait essayé de les envelopper dans son idée déformée d'affection. Elle voyait encore son sourire et rêvait parfois, entendait encore le raclement du tapis contre son dos. Et pourtant, elle irait. Elle marcherait dans ce tribunal le menton haut
et les épaules en arrière. Non pas parce qu'elle n'avait pas peur, mais parce que la peur n'était plus aux commandes. La nuit avant l'audience, Lorraine était assise sur le bord du lit de Chiara, en train de plier du linge. La fillette coloriait à côté d'elle, la langue entre les dents alors qu'elle remplissait les pétales d'un tournesol avec un crayon doré. « On va à la nouvelle maison demain ?» a demandé Chiara sans lever les yeux. « Pas demain, mon cœur, bientôt. »« Après le procès ?»« Oui, » a dit Lorraine en pliant une chemise douce. « Après le procès. » Chiara a hoché la tête. « Il sera là ?» Lorraine a fait une pause puis a dit « Oui, mais seulement pour un petit moment. Ensuite, on ne le reverra plus jamais. » Chiara a regardé sa mère. « Il ira sous le lit cette fois ?» Lorraine a cligné des yeux lentement. « Non, il sera quelque part loin et il ne pourra plus faire de mal à personne. » La fillette a réfléchi un instant puis est revenue à son dessin. « D'accord, » a-t-elle dit. « Tant qu'il ne peut pas entrer dans notre cuisine jaune. » La salle d'audience était froide, le genre de froid qui semblait bourdonner contre la peau, rendant les os fragiles. Lorraine était assise à l'avant, entre son avocat et la défenseur des victimes. Ses paumes transpiraient malgré le froid. De l'autre côté de la pièce, Richard était assis avec son avocat de la défense, portant le même calme suffisant qu'il portait toujours, comme s'il croyait que rien de mal ne pouvait le toucher. Il avait plaidé non coupable. Le cœur de Lorraine battait à tout rompre, mais son visage est resté immobile. Elle a refusé de lui donner la satisfaction de sursauter. Quand elle a été appelée à la barre, la pièce a légèrement penché. Elle s'est levée avec précaution, a marché d'un pas mesuré. Ses talons ont fait écho sur le sol. Elle s'est assise, a ajusté le microphone. Elle ne l'a pas regardé. Le procureur l'a doucement guidée à travers son témoignage, en commençant par les premiers incidents, les cadeaux, les notes, les moments qui semblaient étranges, la peur qu'elle avait ravalée. Puis est venue la nuit, le clic de la serrure, le coup, les heures, les jours sous le lit, le silence. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas bégayé. Sa voix n'a tremblé qu'une seule fois lorsqu'elle a dit « Je pensais que ma fille me trouverait morte ». La défense a essayé de la discréditer. Ils ont sous-entendu qu'elle avait réagi de manière excessive, que la relation avait été amicale, que peut-être il y avait eu de la confusion, une mauvaise interprétation, un traumatisme qui déformait la mémoire. Lorraine a regardé l'avocat de la défense dans les yeux et a dit « Je n'étais pas confuse. Je n'imaginais pas les choses. Il l'a planifié. Il m'a attaché. Il m'a enfermé sous le lit et a laissé ma fille seule pendant 3 jours. Il lui a dit que nous étions une famille. » Elle est descendue la tête haute. Mary, la femme du passé de Richard, a témoigné ensuite. Elle était venue d'un autre état, en avion. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient aussi solides que de l'acier. Elle a décrit son comportement, les menaces, l'obsession, le silence du système judiciaire lorsqu'elle avait essayé de les avertir des années auparavant. Les dessins de Chiara ont été admis comme preuve. Ils ont été affichés sur un écran. La maison, la pièce noire, la figurine sous le lit, les mots écrits de la main d'un enfant. Chut! La salle d'audience était silencieuse. Lorsque les plaidoiries finales ont pris fin, le jury a été libéré. Lorraine est sortie avec Carter et le procureur. L'air était chaud et immobile. Elle s'est assise sur un banc et a pressé ses mains l'une contre l'autre. « Combien de temps ?» a-t-elle demandé. « Ça pourrait être quelques heures. Ça pourrait être une journée. » Elles ont attendu. Le verdict est tombé ce soir-là. Coupable de tous les chefs d'accusation. Enlèvement, séquestration. Mise en danger d'un enfant, tentative d'ingérence dans la garde d'un enfant. Le juge l'a condamné à 25 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant les 15 premières années. Une ordonnance d'éloignement à vie a été accordée. Il ne devait avoir aucun contact, direct ou indirect, avec Lorraine ou Chiara pour le reste de sa vie. La pièce a retenu son souffle au moment où la peine a été lue. Lorraine a relâché le sien. Elles ont emménagé dans la nouvelle maison 3 jours plus tard. La cuisine était peinte en jaune. Les fenêtres sont restées ouvertes. Les serrures étaient seulement à l'intérieur. Chiara a décoré sa chambre avec des dessins et a scotché un panneau sur sa porte qui disait « Zone de sécurité ». Elle a invité Daniel à jouer. Ils ont construit des forts et raconté des histoires. Elle a ri. Elle a couru pieds nus dans l'herbe du jardin. Elle a fait un nouveau dessin pour le réfrigérateur. Il la montrait, elle et sa mère, debout dans un champ sous un arc-en-ciel, portant des capes, des super-héroïnes. Lorraine l'a encadrée. Un soir après le dîner, Chiara s'est assise à côté d'elle sur les marches du porche, le crépuscule peignant leurs ombres, longues et douces. « Maman, oui, on peut rester ici pour toujours. » Lorraine a regardé par-dessus la cour.
Des lucioles clignotaient paresseusement dans la lumière qui s'estompait. « J'espère bien, mon cœur. » Chiara a hoché la tête. « Si jamais un enfant a peur, je leur dirai ce qu'on a fait, qu'on s'en est sorti. » Lorraine a tendu la main vers celle de sa fille. « C'est une belle chose à partager. » Chiara s'est penchée contre elle. « Ça ne fait plus peur. Même pas un peu. Juste parfois, a-t-elle dit. Mais je le dessine. » Lorraine a embrassé le sommet de sa tête. « Ça s'appelle être courageuse. » Elles sont restées assises là jusqu'à ce que les étoiles apparaissent une par une, jusqu'à ce que le ciel soit à nouveau plein. Et pour la première fois depuis très très longtemps, le silence autour d'elles était paisible. Pas de pas qui grincent, pas de chuchotements à travers les planches du plancher, pas de serrures à l'extérieur des portes. Seulement le vent, seulement les rires, seulement la maison. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies puissantes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos. Vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive ensuite.